Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour m'entourer Adrien Matou, bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Nicolas Pauvre-Monti. Bonsoir. Et merci d'être là pour nous éclairer, cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration de la démographie. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, ancien préfet, était ce matin sur Europe 1 et sur CNews, et à la question de Sonia Mabrouk de savoir combien il y a de clandestins en France aujourd'hui, il répond ça. Si on travaille sur l'aide médicale d'État, Oui. et qu'on extrapole, le nombre, l'éstimation d'étrangers en situation irrégulière dans notre pays, elle est de 700 000. Oui. Voilà. C'est une estimation. Oui. C'est une estimation. Et je note qu'elle est loin des 200 000, monsieur le ministre. Il y a une fourchette. C'est plus, voilà. La fourchette de 6 à 900 000, voilà, me paraît assez cohérente, mais le chiffre de 700 000 l'est tout autant. Alors, c'est très intéressant parce que Sonia dit c'est très très loin des 200 000. Pourquoi ? Parce qu'il y a 48 heures, sur cette même question face à Darius Rochebin sur LCI, il répond c'est 200-300 000, et il répond pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il le pousse à dire, et puis on voit qu'il n'a pas envie de répondre. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible pour un ministre de l'Intérieur de dire la vérité ? Nicolas Pauvre-Monti. Je dirais qu'il y a deux aspects potentiellement gênants dans son rôle. Le premier, c'est qu'on parle là d'un constat d'échec, c'est-à-dire que la lutte contre l'immigration irrégulière, elle figure au premier rang des priorités au moins théoriques des ministres de l'Intérieur depuis un certain nombre d'années maintenant. Or, tout porte à considérer qu'il n'y a jamais eu autant d'étrangers en situation irrégulière en France qu'aujourd'hui. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que le ministre de l'Intérieur, même s'il répond sans doute plus sincèrement à Sonia Mabrouk, ou plus précisément, ça c'est certain qu'il ne l'a fait à un confrère précédemment, en vérité, il n'a pas de chiffre exact. Il est condamné à donner des fourchettes. De toute évidence. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas de chiffre exact ? Parce qu'il y a quand même les chiffres de l'AME, par exemple. Oui, alors en fait, les chiffres de l'AME... Ils sont de 460 000, je crois. C'est ça, 465 000 bénéficiaires. Ils servent de proxy pour deux choses. D'abord, de proxy, c'est-à-dire d'éléments pour approcher une estimation à peu près correcte, mais qui n'est pas précise, parce que l'immigration irrégulière, par nature, elle est occulte. On ne s'enregistre pas comme étranger en situation irrégulière. Elle permet donc de voir la dynamique. Et la dynamique, c'est que le nombre des bénéficiaires de l'AME a triplé en 20 ans. Donc ça atteste d'une dynamique de l'immigration clandestine qui est très forte. Et par ailleurs, ce nombre, il sert aussi, en extrapolant, à estimer la population globale des clandestins, puisque l'IRDES, qui est donc l'Institut de recherche du ministère de la Santé, estime qu'il y a environ un bénéficiaire potentiel de l'AME sur deux qui recourt effectivement à l'AME. Il y a un très fort taux de non-recours. Et donc ça nous amène à quelque chose comme 900 000 clandestins sur le territoire national. Évidemment, juste sur les 460 000, ce sont que des clandestins qui saisissent l'AME. Absolument, ça fait partie des critères. Pour bénéficier d'aide médicale d'État, il faut être en situation... Donc on a déjà un socle, j'allais dire, de 460 000. C'est absolument le minimum. C'est là que c'est assez aberrant, parce que si on a déjà un socle de 460 000, et je pense pas que ces chiffres soient totalement secrets... Non, pour le coup, eux sont publics. Pourquoi dire 200 à 300 000 Oui, c'est assez étonnant. Je pense il est possible que le ministre se soit pris un peu les pieds dans le tapis, qu'il n'ait pas eu les chiffres directement, en tête, et plus probablement qu'il ait aussi été embarrassé par la question. On voit qu'il a d'abord refusé de répondre. C'est un problème qu'un ministre de l'Intérieur soit embarrassé par une question aussi simple, alors qu'on a déjà un socle, comme on l'a dit, de 460 000, où on sait que déjà il y a au moins 460 000. Oui, donc c'est-à-dire le double de 200 000, plus du double de 200 000. Absolument. Et sur la fourchette qui, pour ma part, me semble raisonnable, de 700 000 à 900 000 personnes, il faut garder en tête deux choses. La première, c'est que ce stock, malgré l'augmentation de la population clandestine, il est tiré vers le bas régulièrement par les régularisations. Il y a environ 30 000 admissions exceptionnelles au séjour. C'est le nom officiel de la voie principale de régularisation. 30 000 par an, donc ça fait 300 000 sur 10 ans. Vous voyez, les régularisations font fondre officiellement le nombre de clandestins de 300 000 personnes en 10 ans. Et le deuxième aspect, c'est que bien souvent, dans le parcours d'un immigré, d'un étranger, on peut passer assez facilement, assez régulièrement même, d'une situation régulière à une situation irrégulière. L'exemple type, c'est le demandeur d'asile. Le demandeur d'asile, le plus souvent, il rentre en situation irrégulière sur le territoire. Il va déposer une demande d'asile, donc là, il a un statut régulier le temps de l'instruction de sa demande. Si sa demande est rejetée, il redevient un étranger en situation irrégulière, mais la Cour des comptes nous dit qu'il va se maintenir dans 9 cas sur 10, dans la perspective d'une régularisation qui interviendra au bout de quelques années et qui le rendra à nouveau régulier. Donc, je pense que cette distinction entre immigration régulière et irrégulière, pour ce qui est de la dynamique des flux, elle mérite quand même d'être relativisée. Jean-Michel Salvatore. Alors moi, j'ai une question toute simple, en fait, ces clandestins, où sont-ils ?
Que font-ils et quelle est la proportion de ces clandestins qui travaillent? Nicolas Pouvremont. Sur le premier aspect, on a des données assez parcellaires. On sait qu'il y a des phénomènes de concentration très forts dans certains départements. Je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis. Il y a de ça 6 ans, 2 députés, les députés Coquendo et Cornu-Gentil, avaient fait un rapport parlementaire sur les politiques publiques de l'État en Seine-Saint-Denis. Et ils estimaient dans ce rapport le nombre de clandestins dans ce seul département entre 150 et 400 000 personnes. Alors ça pose 2 questions. Si c'est 400 000 personnes... Rapporté à la population, ça fait combien? En fait, si c'est 400 000 personnes, ça veut dire que c'est un quart de la population du département. Mais ce qui pose question à coup sûr, c'est au moins l'écart. C'est-à-dire que il y a 250 000 personnes d'écart entre les deux bouts de la fourchette. L'État ne sait pas si 250 000 clandestins se trouvent ou ne se trouvent pas dans un département qui est directement limitrophe de Paris. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Et sur le profil de ces clandestins, une partie travaille, c'est incontestable. Néanmoins, les 460 000 bénéficiaires de l'AME, ils sont contraints par un seuil de ressources qui est vraiment très bas. Donc ce sont essentiellement des profils inactifs. C'est 465 000 bénéficiaires. Il y a par ailleurs des clandestins qui travaillent. Et quelle était votre troisième question? Je vous prie de m'excuser. Quelle est la proportion de travail en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Hein, et où vivent-ils? Bon, oui, c'est ça. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel. Adrien Matou de Marianne. Est-ce que l'augmentation du nombre de clandestins est due à des facteurs exogènes ou est-ce que c'est une faillite de la politique française? Je pense que l'augmentation du nombre de clandestins, elle est liée à l'augmentation globale des flux migratoires vers la France, qui a trait à des facteurs exogènes, mais qui a d'abord trait à nos propres choix politiques. En fait, dans la majeure partie des cas, en France, les clandestins sont entrés de manière régulière sur le territoire national, soit par un visa, soit par un titre de séjour, et ils sont restés sur le territoire après l'expiration de ce visa ou de ce titre de séjour. Et c'est là qu'ils deviennent clandestins. Absolument. Et donc, quand on délivre 2,5 millions de visas par an, quand on a multiplié par 3 en 25 ans le nombre de nouveaux titres de séjour qu'on accorde chaque année, évidemment, on pousse aussi la dynamique de l'immigration irrégulière avec celle de l'immigration régulière. Vous devriez rappeler que l'ambassade de France en Algérie s'est félicitée d'offrir 8350 visas aux étudiants pour venir en France. Oui, c'est certain. Et c'est certain qu'il y a un manque de conscience de la corrélation entre ces deux dynamiques, immigration régulière et irrégulière. En revanche, il devrait déjà y avoir une certaine conscience de la situation d'embolie créée par l'immigration clandestine sur certaines politiques publiques. Pour n'en citer que 2, la plus évidente, puisqu'elle traite directement de l'immigration clandestine, c'est la politique d'éloignement. Vous voyez, sur une période de 5 ans, 2019-2024, le nombre de bénéficiaires de l'AME dont on se sert donc pour mesurer globalement la population clandestine a augmenté de 40% en 5 ans. Et dans le même temps, le nombre d'étrangers irréguliers qu'on place dans les CRA, les centres de rétention administrative, a baissé de 40%. Donc potentiellement 40% de clandestins en plus, 40% de retenus en CRA en moins. Et un deuxième exemple dont on parle moins, mais qui a trait aux politiques sociales de l'État, les politiques sociales les plus élémentaires, c'est l'hébergement d'urgence. On a aujourd'hui 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence généralistes du parc de l'État qui sont occupées par des étrangers en situation irrégulière. Donc ça a un coût d'1 milliard d'euros par an, nous dit la Cour des comptes. Et ça implique surtout un effet d'éviction gigantesque pour les Français comme pour les étrangers en situation régulière qui pourraient avoir besoin de l'hébergement d'urgence. Merci beaucoup Nicolas Pouvremont. Vous restez encore quelques instants avec nous parce qu'on a des questions à vous poser. Mais d'abord une pause et bien sûr le journal permanent qui arrive à toute vitesse sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours entouré de Jean-Michel Salvatore, Adrien Matou de Marianne et Nicolas Pouvremont, cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Donc il y a bien, j'ai bien vu que vous observez les choses, il y a Observatoire. Quand on voit Laurent Nunez hésiter et finalement, j'allais dire... cracher sa valda, comme on disait à une époque, mais je crois que les valdas, ça n'existe plus. Les cachoula jaunis non plus. Les cachoula jaunis non plus. Ça a été remplacé par des marques américaines, c'est dommage. Mais quand il finit par dire la vérité, on a envie de se demander, mais qu'est-ce qu'il compte faire? Et Bruno Retailleau a-t-il raison de dire qu'il a été nommé pour appliquer la politique d'Emmanuel Macron? Ça veut dire en filigrane qu'il ne fera rien. Ce qui est certain, c'est que le préfet Nunez, devenu le ministre Nunez, n'est pas arrivé au ministère de l'Intérieur avec un programme clair. Bruno Retailleau, quand il est arrivé à l'Intérieur, il a dit « Pour moi, aujourd'hui, l'immigration n'est plus une chance pour la France. » On connaissait la direction globale de sa politique. La question de savoir s'il a eu les moyens de l'appliquer est une autre question. Après, à sa décharge, Laurent Nunez est arrivé assez vite, dans une position assez précipitée. Bien sûr, il ne s'agit pas de lui en faire le reproche. Monsieur Retailleau est parti sur un siège éjectable. Bruno Retailleau est un homme politique, Laurent Nunez est un haut fonctionnaire. En tout cas, je pense qu'il y a 3 éléments sur lesquels
agir, l'objectif est bien de lutter contre l'immigration irrégulière. J'ai entendu le ministre Nunez dire qu'il fallait réguler l'immigration irrégulière. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Il prend pas de risque. Non, il prend pas de risque. Voilà, c'est un avis de Monsieur de la Palisse. Sur le premier aspect qui me semble important, j'y reviens. Si on veut réduire l'immigration irrégulière, en fait, il faut réduire l'immigration en général. Ouais. Et on part d'assez loin. C'est-à-dire que les données du recensement INSEE qui sont parues il y a 15 jours montrent que en 2024, la France a connu une augmentation historique de sa population immigrée, 434 000 personnes. C'est 4 fois plus que la moyenne annuelle d'augmentation dans les années 2000, 25 fois plus que la moyenne dans les années 90. Donc, il faut prendre l'immigration comme un tout. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on pourrait appeler l'attractivité sanitaire et sociale spécifique de la France pour l'immigration clandestine. On évoquait ces derniers mois l'aide médicale d'État, qui est une spécificité française. Sur laquelle on ne bouge pas. C'est-à-dire que le socle commun ne parle pas d'AME. C'est un sujet sensible. Il tourne autour du sujet, mais il semble ne jamais vouloir l'aborder, alors que l'IGAS estime qu'un quart des étrangers en situation irrégulière en France citent les soins parmi les motifs de leur migration en France. On pourrait citer l'hébergement d'urgence que j'évoquais. La France est le seul pays à avoir inscrit dans son droit le principe d'un hébergement inconditionnel des personnes, quel que soit leur statut de présence. Et puis un troisième aspect, c'est aujourd'hui tout le système de régularisation qu'on a créé et qui est en fait une incitation au séjour et au maintien irrégulier sur le territoire. C'est-à-dire que avec la circulaire Valls, c'était 5 ans, maintenant c'est 7 ans. En fait, on fixe une échéance à partir de laquelle il devient rentable d'être resté en situation irrégulière sur le territoire parce qu'on peut se prévaloir d'avoir vécu un certain temps, même sans papier, sur le territoire. Adrien Matou. Vous l'avez dit, Laurent Nunez, c'est un haut fonctionnaire, un ancien préfet, contrairement à Bruno Retailleau. Alors, on sait que les hauts fonctionnaires ont tendance à dire qu'ils n'ont pas d'idéologie, qu'ils ne font que gérer façon gouvernement technique. Est-ce que pour vous, question peut-être un peu délicate, mais est-ce que pour vous, il y a une idéologie de la haute fonction publique concernant cet enjeu de l'immigration, régulière ou pas d'ailleurs? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a effectivement des considérations d'ordre idéologique un peu mal comprises sur la nécessité économique, par exemple, de l'immigration, qui peut s'entendre dans certains aspects, mais je ne vais pas revenir là-dessus. La France a l'un des taux d'emploi de ses immigrés les plus faibles d'Europe, donc il y a beaucoup de questions qui se posent de ce point de vue-là. Et le deuxième aspect qui me semble encore plus fréquent de la haute fonction publique, c'est une forme de conservatisme juridique. Le ministre Retailleau aurait parlé d'idéologie de l'impossibilisme. Aujourd'hui, la haute fonction publique et les administrations vivent sous la terreur des juridictions administratives. Aujourd'hui, la moitié du contentieux dans les juridictions administratives, c'est du contentieux des étrangers. Et donc, il y a parfois un phénomène d'autocensure. C'est ça, absolument. Les tribunaux administratifs, les cours d'appel administratives et le Conseil d'État. Et dans un certain nombre d'administrations, il y a une sorte de registre d'autocensure qui s'est installé. On anticipe, on suranticipe les décisions de cassation de certaines décisions de l'administration. Et donc, dans le doute, on va dans la position la plus libérale au sens de la plus favorable aux droits individuels des étrangers, puisque c'est la direction dans laquelle la jurisprudence administrative va de manière décidée depuis 40 ans maintenant. Jean-Michel. Alors moi, j'ai une question toujours sur la photographie de ces clandestins qui concerne les allocations, parce qu'évidemment, c'est quand même le grand sujet. Est-ce qu'on peut dire que la totalité des clandestins touchent d'une façon ou d'une autre des allocations? On a vu qu'avec l'AME, on avait déjà un socle de plus de 400 000 bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce qu'on peut dire que finalement, si on croisait les fichiers, on aurait une photographie assez précise du nombre de clandestins dans la mesure où tous touchent d'une façon ou d'une autre une allocation? Surtout qu'on a l'intelligence artificielle maintenant, qui utilise notamment les services des impôts. Donc pourquoi pas ne pas l'utiliser dans ces fichiers-là? Non, tout à fait. Alors, il y a deux choses là-dessus. D'abord, on ne peut pas dire que tous les clandestins touchent des allocations dans le sens où un certain nombre d'entre eux, minoritaires, vivent dans une situation de marginalité qui fait qu'en fait, ils n'ont même pas accès à l'AME, ils ne demandent pas accès à avoir à l'AME. C'est ceux qu'on voit dans les campements de migrants, dans les rues de nos villes, qui sont pour beaucoup des clandestins. Donc ceux-là, de toute évidence, même s'ils peuvent être pris en charge... Ils se disent que s'ils demandent quoi que ce soit, ils courent davantage un risque. C'est ça. Et pour certains d'entre eux, par ailleurs, vivent dans un univers de trafic et de sociabilité parallèle qui fait qu'ils n'ont pas de contact en vérité. Et alors les 465 000 qui touchent l'AME, c'est plus des gens qui sont accompagnés par des associations, par exemple? Oui, clairement. C'est-à-dire qu'il y a la CIMAD, comme... C'est ça. C'est-à-dire que le taux de non-recours à l'AME que je décrivais et qui est très élevé, il est vu comme un problème par un certain nombre d'associations qui effectivement poussent à recourir à des dispositifs. Donc ça c'est le premier aspect. Et quelle était à nouveau votre deuxième question? Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Je vous demandais quelle était la proportion de clandestins qui touchaient véritablement des allocations. Comment est-ce qu'on pouvait croiser les fichiers? Est-ce qu'on pouvait croiser les fichiers? Excellent. C'est une question très importante. Typiquement, aujourd'hui, il n'est pas normal que les fichiers des administrations sociales, pour ce qui concerne les étrangers, ne communiquent pas avec les fichiers du ministère de l'Intérieur, et qui ne communiquent pas avec un système qui s'appelait avant AGDREF, maintenant c'est la NEF, mais en tout cas le fichier des titres de séjour actualisé. Il y a une très grande prudence en France sur le croisement des données, il y a une sorte d'idéologie CNIL, pour le coup, sur le sujet, d'autant plus
sur des données réputées sensibles. C'est le cas sur la nationalité, c'est le cas sur le statut régulier ou non de présence. Il y a notamment dans les administrations sociales un blocage de principe sur ce sujet. Et même quand des parlementaires s'y frottent, en vérité... Oui, mais... Et c'est pas un ministre haut fonctionnaire qui va changer les choses. Là, il faut le poids politique une volonté d'un ministre politique pour y arriver. Ça impliquera un jour de tordre le bras aux administrations sur ce sujet particulier. Et vous voyez, sur un thème migratoire majeur qui est celui de l'accord franco-algérien, vous avez sans doute vu qu'il y a une semaine maintenant, les députés Rodwell et maintenant le ministre Lefebvre ont sorti un rapport sur le coup de l'accord franco-algérien. Ils se sont heurtés à un mur des administrations sur un certain nombre de données. Quel est le nombre d'Algériens qui touchent le RSA en France? Alors, situation régulière ou non, ça c'est même l'étape supplémentaire. Quel est le nombre d'Algériens qui touchent le minimum vieillesse? Le nombre d'Algériens inscrits aux allocations chômage? Soit on répond qu'on n'a pas ces données, qu'on ne les suit pas, ce qui est problématique, soit on ne veut pas les partager, tout simplement. Et comment on le dit quand on veut pas partager? Est-ce que les administrations, assez benoîtement, disent on veut pas partager? On a ce droit-là, et puis on n'a pas envie de le faire. Ça arrive que ça soit dit aussi clair. Le plus souvent, on vous expliquera que ces données existent, mais que ça prend beaucoup de temps de les consolider, que les services sont déjà débordés, et que même... Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Ça implique d'user au maximum de l'autorité hiérarchique des ministères pour forcer les administrations à faire ce qu'elles auraient dû faire depuis bien longtemps. Ça veut dire qu'un ministre qui s'y emploierait pourrait le faire, vous dites? Oui, il aurait les moyens de le faire. À condition qu'il ait les mains libres encore plus haut avec un exécutif, c'est-à-dire Premier ministre, Président de la République. Adrien Matou me fait des signes de l'échelle. Voilà. Et qu'il assume par ailleurs un certain degré de conflictualité avec son administration. On sait que quand un ministre arrive, sa priorité n'est pas de se mettre à dos telle ou telle direction de son ministère. Néanmoins, donc, si on veut avancer là-dessus, il faudra accepter de le faire. Je ne veux pas faire de caricature, mais si une force politique un jour arrive au pouvoir comme Reconquête ou comme le Rassemblement National, on saura qu'il y aura, un faisceau concordant pour mettre un coup de pied dans la fourmilière de ces administrations. En tout cas, est-ce que ces administrations pourront également dire au plus haut niveau de l'État, même jusqu'au président de la République, de dire écoutez, non. Non, on peut pas, ça prend trop de temps, on a perdu la clé du coffre, on a plus le code, Ou est-ce qu'il y a des verrous institutionnels? Est-ce que par exemple la CNIL pourrait dire non, ça pas touche, c'est pas possible? Oui, alors sur le croisement de certains fichiers, on peut anticiper ce que dirait la CNIL effectivement, mais à ce stade, on n'en est même pas là. On est vraiment dans le stade de suranticipation des difficultés qui seront faites par la CNIL ou par la justice administrative. Et donc demain, s'il y a effectivement une volonté politique forte, quelle que soit la personne qui la porte, il y aura des blocages, mais si on tient à la logique de l'État républicain, qui est un État hiérarchique, avec un pouvoir politique en haut et une administration qui exécute ce que lui demande de faire le pouvoir exécutif en descente vers la société, et ben en vérité, cette volonté politique devrait quand même réussir à arriver à ces termes. Mais vous voyez, on en arrive à ce point de la discussion où j'avais préparé une question il y a quelques minutes, je me disais, mais il faut quand même que je lui demande pourquoi ça marche dans d'autres pays. Pourquoi ça marche au Danemark? Pourquoi ça marche en Scandinavie? Pourquoi ça marche dans les pays de l'Est? Pourquoi ça marche en Allemagne aussi? Pourquoi ça ne marche pas chez nous? C'est justement parce qu'il y a ce verrou, ce carcan administratif qui n'existe pas dans les autres pays? Oui, en fait, il y a un mélange de carcans. Parce que je comprends bien le dogme de certaines administrations qui disent... on va pas se mentir, qui disent voilà, on est le pays des droits de l'homme. On est fondé sur la conviction de certaines valeurs qui sont arrivées en 1789, puis ensuite dans le Code civil, dans le Code Napoléon, etc. On vit avec le préambule de la Constitution. On parle de vie humaine. C'est compliqué. C'est pas comme si on parlait de choses inertes. J'entends, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne mieux dans d'autres pays? C'est à cause de ça? C'est un truc historique? Je pense que philosophique. Certaines administrations vivent dans une interprétation un peu élémentaire de ces principes éminemment importants par ailleurs. Notre gouvernement des juges est plus lourd que chez certains de nos voisins. Il est plus lourd, par exemple, sur les modalités de rétention des clandestins que ne l'est la CJUE au niveau européen. Vous voyez, on l'a encore vu cet été. Le Conseil constitutionnel a dit que 7 mois de rétention pour des étrangers condamnés pour assassinat ou viol, c'était trop. Alors qu'au niveau européen, on peut aller jusqu'à 18 mois, quel que soit le profil des clandestins. Et l'exemple du Danemark que vous donniez montre aussi à nouveau l'importance de la volonté politique. C'est-à-dire que sur une période de 10 ans, 2014-2024, le nombre de demandeurs d'asile au Danemark, on a dit à quel point c'était lié à l'immigration irrégulière, ce nombre de demandeurs d'asile a baissé de 85%, pendant qu'il augmentait de 120% en France. Pourquoi? Parce que le Danemark a assumé une politique dite zéro réfugié, de désincitation, et ça porte des fruits.